Voici un exercice qui a été posé à l'oral du concours commun Minpon en filière PC, donc en juin 2026. On prend donc cette matrice 3,3 qui est une matrice symétrique réelle, on va y revenir, et on lui associe cette fonction qui est notée petit f, mais on aurait pu la noter f indice grand A puisqu'elle est associée à la matrice grand A. On se contentera de la notation petit f. Donc ça prend en entrée un vecteur colonne, un élément de M3, 1 de R. Alors dans l'énoncé qu'on m'a transmis, c'était R3, mais ça sert tellement à rien de dire R3, alors que ce qu'on multiplie par A, c'est un vecteur colonne, c'est pas une liste. Mais peu importe. Donc on prend en entrée un vecteur colonne grand X, on calcule le produit matriciel X transposé à X, ce qui donne une matrice à un seul coefficient qu'on assimile à un nombre, très classiquement. On ajoute 1, et on multiplie tout ça par l'exponentielle moins norme au carré de x, et bien sûr la norme au carré de x pour un vecteur colonne. Ici, il s'agit de la norme euclidienne x transposé fois grand X. On a donc là une fonction de 3 variables, puisqu'on peut assimiler grand X à une liste de 3 nombres, et il s'agit de trouver les extrémums globaux. Il va s'agir en réalité de justifier que f possède un maximum et un minimum, et de trouver leur valeur. Alors on pourrait être tenté de développer ce produit matriciel. C'est quelque chose qui se fait. On va trouver, donc si je écris x avec les coordonnées x1, x2, x3, je peux vous dire ce que ça fait. Et ça expliquera au passage pourquoi c'est pas ça qu'on va utiliser. Donc ça va faire 4x1, x2, plus 2 x1, x3, plus 2 x2, x3, plus 3x3 au carré. Donc ça donne ça quand on effectue ce produit. Et puis, nombre de x au carré, c'est bien sûr x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré. Donc on pourrait tenter de prendre toute cette expression, 1 plus ceci multiplié par l'exponentielle de ça, de chercher les points critiques et puis ensuite d'étudier la nature des points critiques. Et il y en a des points critiques, il y a notamment l'origine, mais ce n'est pas le seul. Et puis on pourrait regarder la nature locale des points critiques en passant par la hessienne. C'est certainement quelque chose qui est faisable, mais ça ne donnera pas d'extrémums globaux de toute manière, même si on obtient des extrémums locaux. Bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va exploiter le fait que la matrice A est symétrique, et ça doit être un exercice classique, ou plutôt un calcul classique, de simplifier l'expression de x transposé fois a fois x, qu'on peut aussi assimiler au produit scalaire de x avec ax. Donc de simplifier ceci en décomposant x dans une base orthonormée de vecteurs propres. Parce que oui, une matrice symétrique réelle, on peut lui associer une base orthonormée de vecteurs propres, ça s'appelle le théorème spectral, et simplifier ceci. Donc je vais faire les rappels relatifs à ce point-là, donc une formule classique, et je vais le faire dans le cas général d'une matrice symétrique réelle de taille n. Donc le théorème spectral nous donne l'existence d'une base orthonormée de l'espace des colonnes, que je vais noter ici P1 jusqu'à Pn, constituée de vecteurs propres de M. J'introduis pour chacun des vecteurs propres la valeur propre associée, et dans ce cas-là, si on prend un vecteur colonne et qu'on introduit ses coefficients dans cette base, alors je les note YI, je préfère garder la notation XI pour les coefficients canoniques de grand X. Les coefficients dans cette base orthonormée, je les appelle YI. Et je rappelle que, puisque cette base est orthonormée, les coefficients dans cette base sont obtenus par le produit scalaire avec les vecteurs. Donc les coefficients YI sont donnés par produit scalaire de X avec PI, ce qui est la même chose que X transposé fois PI. Et avec toutes ces notations, X transposé fois A fois X se simplifie en cette somme d lambda I fois YI au carré. Ce qui fait que par rapport à la formule de la page précédente, on n'a plus ces produits ici dans lesquels sont entremêlées les coordonnées canoniques de x. Alors,
Donc les coordonnées relatives à cette base orthonormée nous donnent seulement une somme avec des carrés, il n'y a plus les produits de coordonnées entre elles. Alors je vais rappeler la démonstration de ceci, qui est certainement quelque chose à savoir faire. Ça sert dans de nombreux exercices. Donc on part de cette décomposition de x, somme des YIPI, on multiplie par a, ça donne donc cette somme dans laquelle API peut être remplacé par lambda IPI, puisque je rappelle que lambda I, c'est la valeur propre de A associée au vecteur propre PI. Maintenant, je multiplie à gauche par x transposé, c'est-à-dire je fais le produit scalaire avec x. Donc, dans tout ceci, je multiplie à gauche par x transposé. Et ça, on l'a rappelé à la page précédente. Le produit scalaire de x avec PI, du fait que les PI forment une base orthonormée, ça donne le coefficient correspondant, YI, et on arrive à cette formule immédiatement. Pardon. Et grâce à ça, donc avec la décomposition du vecteur x, ça permet d'avoir une simplification de la fonction f. Alors pour ça, on a besoin de connaître les valeurs propres. Alors notez que pour arriver à ce résultat, on n'a même pas besoin de connaître les vecteurs propres, on a juste besoin de connaître les valeurs propres. Donc on va faire ça avec la matrice A. Alors je vous passe le calcul du polynôme caractéristique, ça donne ceci. Et je vous passe le détail de la factorisation. Donc ça, c'est des calculs classiques, je n'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Alors évidemment, quand on est dans un oral, c'est des calculs auxquels on ne peut pas trop couper. Alors ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais vous dire que une autre chose qu'on peut faire, c'est chercher de voir si on trouve facilement un vecteur propre. Quand on regarde ces deux colonnes qui sont là, on pourrait se dire peut-être qu'il y a moyen de les ajouter ou de les soustraire pour exploiter le fait que les coefficients sont les mêmes. Et effectivement, si on soustrait les deux premières colonnes, on va obtenir cette colonne-là. Et soustraire les deux premières colonnes, c'est pareil que multiplier A par ce vecteur. Quand on multiplie A par ce vecteur, ça fait une fois la première colonne moins une fois la deuxième plus 0 fois la troisième. Et on observe donc, puisque ce vecteur ici est non nul, que moins 2 est une valeur propre de A. Et en plus, on sait que les espaces propres de A sont orthogonaux entre eux, 2 à 2. Donc on sait que si on cherche un autre vecteur propre, il devrait être orthogonal à celui-ci. Donc il paraît logique de le chercher sous la forme 1, 1, alpha. Et il n'y a plus qu'à voir. Donc quand je multiplie A par un vecteur de ce genre-là, ça va faire ici 2 plus alpha, ici 2 plus alpha, ici 2 plus 3 alpha. Et on peut voir à ce moment-là que si ceci, pour que ceci soit proportionnel à ceci, le coefficient de proportionnalité doit être égal à 2 plus alpha. Et la condition pour que ceci soit égal à 2 plus alpha fois ce même vecteur, ça équivaut à ce que alpha facteur de 2 plus alpha soit égal à 2 plus 3 alpha. Et je vous laisse vous convaincre que les solutions de cette équation sont exactement 1 et 4. Voilà. Et au passage, donc, pardon, ce sont les alphas pour lesquels 2 plus alpha vaut 1 ou 4. C'est-à-dire qu'il va y avoir alpha égale à moins 1. Alpha égale à moins 1, qui va donc donner ceci, qui va donner la valeur propre 1, et puis alpha égale à 2. On peut remarquer que c'est effectivement pour cette valeur de alpha que ce vecteur et ce vecteur sont orthogonaux entre eux. Et donc quand on multiplie, qu'on prend alpha égale à 2, on va trouver donc ici 4, 4 et 8, ce qui nous donne la valeur propre 4. Voilà. Et pour tout vous dire, c'est de cette manière-là que j'ai trouvé les valeurs propres. Je n'ai jamais posé le calcul du polynôme caractéristique. Bon, peu importe la méthode obtenue, on arrive à ceci. Le spectre de A est constitué de 3 valeurs propres distinctes.
Et donc, si on reprend le calcul général que j'ai présenté précédemment, donc si on prend P1, P2, P3, une base orthonormée de vecteurs propres associés aux valeurs propres 4, 1 et moins 2, donc on peut prendre les vecteurs que j'ai présentés à la page précédente en les divisant par leurs normes. Maintenant, je prends un x quelconque dans M3, 1, 2, R que je décompose. Alors cette fois, je vais appeler les coordonnées x, y, z, puisque c'est elles qui vont être les variables de la fonction de 3 variables qu'on va chercher à minimiser. À ce moment-là, d'après ce qu'on a expliqué précédemment, x transposé fois a fois x, ça vaut cette quantité. Oui, P1 était associé à 4, donc ça fait 4 fois la coordonnée x au carré. P2 était associé à 1, donc c'est 1 fois y carré. P3 était associé à la valeur propre moins 2, donc ça fait moins 2z carré. Par ailleurs, puisque la base P1, P2, P3 est orthonormée, la norme de x au carré, c'est la somme des carrés des coefficients. Et on obtient donc cette expression pour f de grand X. Et la question est donc de minimiser la fonction de 3 variables, des variables petit x, petit y, petit z, qui ne sont pas les coordonnées canoniques de grand X, mais ces coordonnées relativement à cette base orthonormée. Les valeurs prises par la fonction petit f sont exactement les mêmes valeurs que celles prises par la fonction grand F. Et on arrive donc dans la deuxième partie de l'exercice, cette première partie consistait à obtenir une expression aussi simple que possible de la fonction grand F. Et maintenant, il s'agit de trouver des extrémums, de voir qu'effectivement cette fonction possède un maximum et un minimum, et de trouver les valeurs. On va commencer par chercher un maximum, et on va commencer par remarquer que la présence de z ici ne fait que diminuer les choses. Vous pouvez remarquer que le terme en moins 2z carré fait diminuer cette quantité. Le moins z carré dans l'exponentielle ne fait que réduire la valeur de ceci. Donc on va commencer par remarquer que cette quantité à x et y fixée est minimale pour z égale à 0. Donc c'est le calcul que je vais présenter. Donc si je prends x, y, z quelconque dans R3, je vais remarquer que la partie en facteur est majorée par la même partie pour z égale à 0. Et comme on multiplie par une exponentielle qui est positive, on a cette première inégalité, cette première majoration de f de x, y, z. Maintenant, cette exponentielle, je peux la majorer par l'exponentielle dans laquelle je remplace z par 0, puisque l'exponentielle est croissante. On multiplie ici par une quantité positive, ce qui préserve le sens des inégalités. Et on arrive à cette majoration ici. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que cette expression qui est là, c'est l'expression de f, x, y, z quand z vaut 0. Ça, c'est égal à grand F de x, y est 0. Donc déjà, à x et y fixés, la quantité qu'on cherche à maximiser, on sait déjà qu'elle est maximale pour le choix z égale à 0. On s'est débarrassé d'une variable. Et on est ramené à majorer, à trouver le maximum d'une fonction de 2 variables. Et on pourrait se dire, oui, bon là, on va passer par les points critiques, etc. Mais non, on ne va pas passer par les points critiques. On va remarquer que dans l'exposant, il y a x carré plus y carré. Et ça peut faire penser à utiliser les coordonnées polaires. Donc, je rappelle ce qu'on avait obtenu à la page précédente. Ça peut faire penser à utiliser les coordonnées polaires, où on remplace x, y par r cosinus θ, r sinus θ, ce qui est un changement de variable surjectif. Ce n'est pas du tout injectif. Pour un couple x, y donné, il y a plusieurs valeurs de r et de θ qui marchent. Il suffit de remplacer θ par θ plus 2π, ça donne la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est que pour chaque couple x, y, il existe au moins un r et un θ, vérifiant cette égalité. Et une raison pour penser à ça, c'est que x carré plus y carré, dans ce cas-là, il s'écrit r carré avec ce changement de variable, ce qui fait que l'exponentielle se simplifie en une fonction d'une seule variable. Donc avec ça, f de x, y, 0 serait écrit f de r cosinus θ, r sinus θ est 0. Et quand on remplace, ça donne cette expression. Alors dans
4x carré plus y carré, il y a r carré qui se met en facteur. Là, on a exponentielle moins r carré. Et on est ramené à un problème en deux variables aussi, mais la quantité qui est ici, 4 cosinus carré θ plus sinus carré θ, c'est une expression dont on peut facilement trouver le maximum, puisque, pardon, sinus carré θ, on peut le majorer par 4 sinus carré θ, ce qui fait que cette somme est majorée par 4, et ce majorant, c'est le meilleur majorant, puisque c'est la valeur pour θ égale à 0. On peut remarquer que non seulement cette quantité est majorée par 4, mais en plus la valeur 4 est réellement obtenue lorsque θ vaut 0. Et on arrive donc à la majoration de f de toute cette quantité par cette expression, en ayant majoré ceci par 4, ce qui est la valeur de grand F au triplet R00. Alors on pourrait réécrire ça pour un triplet f de xy quelconque. On avait commencé par ceci. Et maintenant, le petit r qu'on a choisi en coordonnées polaires, ça peut être ceci par exemple. Donc c'est majoré par grand F de cette quantité. Mais c'est pour dire que la première majoration nous ramenait d'un problème en 3 variables à un problème en 2 variables. Et maintenant, notre problème en 2 variables, on l'a ramené à un problème en une seule variable. C'est-à-dire que on sait que s'il existe un maximum pour f, pour la fonction grand F, c'est le maximum de la fonction d'une seule variable décrite par cette quantité. Et maintenant, on est simplement ramené à une étude de fonction. Ah oui, et une remarque qu'on peut faire, c'est que là, on a en fait une fonction d'une seule variable. Je vais choisir phi défini par phi de t égale 1 plus 4t facteur d'exponentielle moins t, où t varie dans 0 plus l'infini. Parce qu'après tout, pourquoi s'embêter à trimballer le r carré dans l'étude de fonction? Quand r prend toutes les valeurs réelles, r carré prend toutes les valeurs réelles positives exactement. Et tout ce qu'on a à faire, c'est étudier les variations de cette fonction phi sur r+. Donc maximiser f sur r3 maintenant, ça revient à maximiser cette fonction phi. Alors pour ça, évidemment, on va calculer sa dérivée. Pour tout t positif, phi' de t, je dérive ça comme un produit. Donc je vais avoir 4 exponentielle moins t. Et de l'autre côté, je dérive l'exponentielle, ça met un signe moins en facteur. Je factorise exponentielle moins t, il vient 3 moins 4 tiers. On va donc pouvoir tracer le tableau de variation entre 0 et plus l'infini. Il va y avoir un changement de signe en 4 tiers. Donc là, on écrit le signe de phi' de t. Lorsque t est entre 0 et 3 quarts, 3 moins 4 tiers 3 moins 4t est positif, là ça devient négatif, ici ça s'annule mais en fait on s'en moque, ce qui donne les variations suivantes pour phi de t en fonction de t. Donc je sais qu'il y a des gens qui mettent phi à cet endroit-là, mais personnellement quand t varie, pour moi c'est phi de t qui varie, c'est pas phi. Ok. Et on voit donc que phi admet un maximum qui est la valeur phi de 4 tiers que l'on peut calculer, pardon, j'ai mis 4 tiers depuis tout à l'heure, mais c'est en réalité 3 quarts. Donc le maximum phi de 3 quarts vaut exponentielle moins 3 quarts facteur de 4. Et ça, donc c'est la valeur maximale de grand F, puisque ça s'exprime, c'est égal à grand F de... Alors t jouait le rôle de r carré, donc c'est racine carrée de 3 sur 2. Pardon, 0,00. Et c'est aussi grand F de l'opposé de ceci, de moins racine carrée de 3 sur 2, 0, 0. Et c'est la valeur maximale de grand F sur R3. Passons maintenant à la minimisation. Je vais peut-être réécrire le grand F quelque part. Donc grand F de
x, y, z, je rappelle, c'est cette quantité qui est ici fois l'exponentielle. C'est ça qu'on cherche maintenant à minimiser. Et donc ce qu'on peut se dire maintenant, c'est que pour minimiser ceci, on aurait envie de choisir x et y égaux à 0. Alors on ne va pas tout minorer d'un seul coup. On va commencer par remarquer que ça, c'est minoré par ça. Voilà. Par contre, l'exponentielle, elle n'est pas minorée par ce qui se passe quand x et y valent 0. C'est plutôt l'inverse. Par contre, là, dans un premier temps, j'ai cette inégalité, je multiplie par l'exponentielle qui est positive, ça conserve le sens de l'inégalité, j'ai ceci. Et une remarque qu'on va faire, c'est que grand F prend des valeurs négatives. Donc s'il y a un minimum, c'est forcément un nombre négatif. Donc tous les endroits où grand F prend des valeurs positives, on peut les laisser de côté. C'est des cas qui ne nous intéressent pas, ce sont des cas qui ne sont pas pertinents pour la recherche d'un minimum. Donc cette quantité, je vais m'intéresser au cas où c'est négatif. Donc dans la suite, je vais supposer que ce facteur ici, 1 moins 2z carré est négatif, ce qui serait écrit z carré supérieur ou égal à 1,5. Donc je vais me placer dans le cadre où z carré est supérieur ou égal à 1,5, auquel cas ce nombre est négatif. Et pour minorer le produit, bien, je vais maintenant majorer cette exponentielle. Et bien justement, on va remarquer que cette exponentielle, elle est majorée par l'exponentielle de moins z carré, puisque cette partie-là, moins x carré moins y carré, est négative. Donc c'est majoré par ceci. Je multiplie par un nombre négatif, donc j'obtiens l'inégalité dans l'autre sens. Donc cette quantité ici est minorée par celle-ci. Et cette quantité, on va remarquer que c'est grand F de 0,0,z. Donc c'est un petit peu le même principe que ce qu'on avait fait pour la majoration, sauf que là c'est un petit peu plus direct. Pour la majoration, il avait vraiment fallu transiter par un cas en deux variables. Là, on arrive directement à la minoration pour une fonction d'une seule variable. Et on va pouvoir faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que ça incite à poser psi de t égale à 1 moins 2t fois exponentielle moins t, où t désigne z carré, et on va se limiter au t plus grand que 1,5, puisque je rappelle que cette hypothèse-là, c'est z carré supérieur ou égal à 1,5, et on va chercher à minimiser la fonction psi sur l'intervalle défini par cette inégalité. Voilà, donc je vais récapituler. On a obtenu cette minoration comme ceci. On voit que s'il y a un minimum pour grand F, c'est un minimum de cette fonction d'une seule variable. Et ça revient à minimiser cette fonction psi sur l'intervalle 1,5 plus l'infini. Donc je vais faire la même chose. Je passe par la dérivée pour obtenir les variations. Psi prime de t, ça vaut. D'abord, je dérive le premier facteur. Ensuite, je dérive l'exponentielle. Ça fait donc moins 1 moins 2t, facteur d'exponentielle moins t. Je mets l'exponentielle moins t en facteur. Moins 2 moins 1, ça fait moins 3, plus 2t. Je dresse le tableau de variation. On peut voir que le changement de signe va se faire en 3,5. J'espère que je ne me suis pas trompé cette fois. Non, c'est bien ça, c'est en 3,5. Le signe de psi prime de t. Alors, quand t est plus petit que 3,5, moins 3 plus 2t, ça va être négatif. Et au-delà de 3,5, ça va être positif. C'est quand t est grand, c'est positif. Là, c'est nul, mais on s'en moque. Et on voit qu'effectivement, la fonction psi possède un minimum. Ce minimum, c'est psi de 3,5, qui vaut 4 exponentielle moins 3,5. Qu'est-ce que je raconte ? Je dis n'importe quoi, pardon. C'est moins 2 exponentielle de moins 3,5. Et je rappelle que psi prend des valeurs qui sont des valeurs de la fonction grand F.
et c'est en fait le minimum de la fonction. Donc c'est le minimum de la quantité grand F de 0, 0, z, c'est donc aussi le minimum de la fonction grand F. Et ça conclut donc la résolution de cet exercice, où on a prouvé que grand F possède un maximum et un minimum. On n'est jamais passé par des points critiques. Et la partie qui est probablement, à mon avis, la plus cruciale dans un oral, c'est de savoir effectuer la première étape, c'est-à-dire exploiter le théorème spectral pour obtenir une expression de x transposé fois a fois x à l'aide des coordonnées de x dans une base orthonormée de vecteurs propres de A. Merci d'avoir suivi cette vidéo.